Donc, je suis là juste pour vous présenter la soirée et essayer de faire un tour d'horizon de toutes les nouveautés à notre disposition. Et ensuite, vous verrez avec les différents intervenants. Peut-être on essaiera de regrouper les questions. Actualité. Oui, c'est bon. La prise en charge des cancers pelviens. Donc, il y a eu des avancées notables, en particulier depuis 5 ans, dans l'ensemble des cancers pelviens. Et on a essayé de le différencier en 6 points. Euh, les, les principales, c'est l'avènement des thérapies ciblées et de l'immunothérapie, en particulier dans le cancer de l'ovaire, dans le cancer du col et dans les cancers de l'endomètre. On dira un mot en particulier de l'immunothérapie, puis la chirurgie de précision, c'est-à-dire qu'en chirurgie, globalement, on est dans une étape de désescalade thérapeutique. Auparavant, on faisait des chirurgies extrêmement larges, extrêmement étendues, à part dans le cancer de l'ovaire qui reste encore des chirurgies très importantes. On est dans une désescalade thérapeutique avec l'avènement en particulier des chirurgies mini-invasives. Et Anne-Sophie vous dira un mot et même plusieurs sur les techniques chirurgicales à la fois mini-invasives et robotiques. L'avènement des tests génétiques et surtout leur démocratisation, puisqu'ils sont de plus en plus rapides et de plus en plus à disposition dès la prise en charge initiale, avec une médecine qui devient personnalisée, puisqu'on va pouvoir, grâce au séquençage génétique des tumeurs et les tests de prédisposition, pouvoir avoir une prise en charge accessible dès le départ, avec une personnalisation accrue des traitements, ce qui est très important, avec des parcours rapides qui sont en train de se mettre en place. Les nouvelles molécules et la chimiothérapie qui a été améliorée, en particulier dans la tolérance de ces molécules, avec une chimiothérapie qui est encore utilisée, mais de plus en plus combinée, soit des traitements ciblés, soit une immunothérapie. On verra l'exemple dans le cancer du col. Des avancées notables aussi dans la prévention et le dépistage. Vous savez, grâce à l'avènement du vaccin HPV, on a une diminution de l'incidence enfin des cancers du col en France. Et également dans la détection précoce. Alors, on n'est pas encore des très bons élèves en Midi-Pyrénées, puisque vous savez qu'on est quasiment dans le dernier département de France pour la vaccination de l'HPV. Mais on a quand même une diminution de l'incidence maintenant qui commence à apparaître grâce à la vaccination HPV. Je pense qu'il faut convaincre nos patientes d'y accéder. Et puis de gros progrès aussi dans les soins de support et dans l'amélioration de la qualité de vie. Vous savez que c'était le plan cancer 4, avec l'amélioration dans la gestion de la douleur, des traitements hormonaux éventuels, du suivi psychologique, enfin d'une réintégration dans une vie sociale et professionnelle plus rapide. Et c'est un axe qui est souvent important dans la gestion des effets secondaires des traitements et qui est souvent oublié, mais qui commence à se démocratiser maintenant avec une prise en charge polydisciplinaire vraiment encadrée dans l'ensemble des services d'oncologie, de radiothérapie et de chirurgie. Donc globalement, l'immunothérapie, vous savez que c'est l'avènement de cette fameuse famille de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire, et en particulier avec l'exemple des inhibiteurs de PD1 et de son ligand, le PDL1, donc le Pembro, et puis le nivolumab aussi. Les inhibiteurs de la voie de LAC3, ça c'est plutôt en voie de recherche encore, mais ça sera une grande voie de recherche pour ces immunothérapies, en particulier dans le cancer du col. Et puis une grande voie de recherche aussi dans les vaccins thérapeutiques, où on ne se contentera pas de détruire l'HPV en prévention de la croissance d'un cancer du col, de l'apparition de cancer du col, mais détruire l'HPV puisqu'il agit aussi dans la croissance des cancers du col. Et puis les thérapies combinées, de plus en plus d'autres traitements comme la chimio sont associés à cette immunothérapie. On vous dira un mot sur les essais combinant les anti-PD1, enfin le Pembro, en particulier dans le cancer du col, mais aussi bientôt dans le cancer de l'ovaire. Les thérapies ciblées, c'est bien sûr les inhibiteurs de PARP, vous savez, avec cette famille de médicaments qui ont été une des plus grandes avancées de ces 10 dernières années, associées à la chimiothérapie en traitement d'entretien chez les familles mutées BRCA1 et BRCA2, celles qui ont une incidence familiale importante. Et puis, avec 3 molécules qui sont à notre disposition. Et puis, pour l'instant, pour les familles non mutées, l'avènement de traitements d'entretien
avec les inhibiteurs de kinase et en particulier avec l'Avastin. Les inhibiteurs de MEK et d'AKT sont en voie de recherche aussi, mais seront potentiellement associés à la chimiothérapie pour augmenter la réponse cellulaire dans ces cancers de l'ovaire. Donc, il y a beaucoup de thérapies ciblées qui sont à l'étude dans le cancer de l'ovaire, avec des résultats qui sont pour le moment assez prometteurs. L'immunothérapie dans le cancer de l'ovaire, c'est plus timide pour le moment, mais il y a aussi le Pembro, les anti-PD1 et PDL1, les vaccins thérapeutiques à base de cellules T, là, puisque le cancer de l'ovaire n'est pas induit par l'HPV. Et ça, c'est encore à l'état de recherche aussi, mais c'est des voies de recherche qui sont assez importantes. Et puis les thérapies combinées, puisqu'on va essayer d'augmenter la chimiosensibilité en associant les chimiothérapies avec ces inhibiteurs de PARP et thérapies ciblées, et peut-être également dans les familles non mutées. La génétique tumorale, c'est une grande avancée et il faut qu'elle soit accessible très rapidement dans le parcours de soins. On essaye de tout faire pour le rendre. Et vous savez que ces tests génétiques vont se démocratiser puisqu'ils étaient, la priorité des centres publics et ils sont en train de se démocratiser et seront disponibles dans le cadre de parcours rapides assez rapidement, y compris dans les structures libérales. Et ça permettra une personnalisation accrue des traitements et surtout un profilage génomique des tumeurs qui permettront de mieux comprendre les mécanismes de résistance à la chimiothérapie. Donc véritablement, c'est une grande avancée à la fois dans l'immunothérapie, dans les thérapies ciblées, mais dans la génétique tumorale avec ce profilage génomique des tumeurs qui vont nous faire de plus en plus accroître la précision des traitements. Les nouvelles molécules, globalement, les inhibiteurs de PARC et les inhibiteurs de l'angiogénèse sont employés maintenant depuis environ 5 ans. Et puis les approches immunothérapiques qui pourront être associées à celles-là sont des vraies voies de recherche et d'espoir dans ces maladies pour augmenter et en tout cas diminuer la chimiorésistance et augmenter la chimiosensibilité. La médecine de précision, c'est basé sur les tests génétiques et le profilage moléculaire des tumeurs. On vous en dira un mot au cours de la soirée, en particulier pour l'endomètre. C'est vrai que ça devient extrêmement complexe d'avoir des traitements adaptés au profilage génomique des tumeurs, mais c'est indispensable. Vous savez que cette complexité est tellement importante à emmagasiner que beaucoup de cerveaux d'hommes sont incapables d'emmagasiner l'ensemble des informations du profilage génomique des tumeurs qui vont apparaître. Et il va falloir qu'on s'aide de l'IA pour prendre les décisions thérapeutiques parce que on aura tellement de facteurs de profilage moléculaire et de tests génétiques à notre disposition sur le tumeur qu'il sera peut-être difficile pour le cerveau d'un seul homme ou des hommes d'une RCP de prendre des décisions thérapeutiques. En chirurgie, je laisserai Anne-Sophie en parler, mais globalement, je ne sais pas si on peut le lancer, l'impact des facteurs histopronostiques, elle a été énorme sur la radicalité, je vais passer globalement. Et globalement, il y a une dizaine d'années, on faisait des opérations extrêmement lourdes, on enlevait toutes les chaînes ganglionnaires, à la fois lombortiques, pelviennes et des chirurgies assez larges. Et on est dans une désescalade thérapeutique avec l'avènement du ganglion sentinelle, la chirurgie mini-invasive, qu'elle soit célioscopique ou robotique, et de grands progrès dans la morbidité chirurgicale. J'ai connu le temps des chirurgies type MEX, où on enlevait toutes les chaînes ganglionnaires, les paramètres l'utérus et la moitié du pelvis. Et globalement, maintenant, ces malades sont quasiment faits en ambulatoire ou en un jour, une nuit. Donc c'est globalement une désescalade thérapeutique, mais avec une sécurité carcinologique qui reste la même. Je passe le film parce que ça n'a pas d'intérêt. Dans la chirurgie mini-invasive, mais Anne-Sophie vous en dira un mot aussi, c'est l'avènement du ganglion sentinelle. On essaye de ne pas enlever toutes les chaînes ganglionnaires pour la morbidité chirurgicale. Et la fluorescence péropératoire a été un grand apport aussi, puisque ça permet de repérer, vous voyez, c'est la chirurgie pour les nuls. On nous fait fluorescer le ganglion et tu enlèves ce qui fluoresce. Donc globalement, ce n'est pas très compliqué, avec des localisations qui sont adaptées et qui sont nettement moins morbides que ces grands curages que l'on faisait avant et qu'on continue de faire avant, bien sûr, en cas d'envahissement des ganglions. Vous voyez qu'on suit un canal vert et on va globalement enlever tout ce qui est fluorescent. Il faut aimer opérer en noir et blanc, mais de temps en temps, on peut revenir en couleur.
Voilà. Donc, la morbidité chirurgicale de ces malades est extrêmement faible. Ces interventions très courtes, en particulier pour l'endomètre ou pour le col, et avec des hospitalisations qui sont bien moins longues qu'avant. Bien sûr, on ne peut pas le faire en cas d'envahissement ganglionnaire, donc il faut un bilan assez exhaustif au préalable. La laparoscopie d'inventaire, vous savez qu'avant, on ouvrait tous les cancers de l'ovaire et on disait on va voir tout ce qu'on peut enlever et puis on fera le maximum et puis la chimio fera le reste. Et puis la laparoscopie d'inventaire qui a déjà maintenant une quinzaine d'années, ça permet de stadifier avec le PET scan et avec le dosage du marqueur. Ça permet de stadifier la maladie. Et donc, on l'a fait quasiment systématiquement dans la prise en charge d'un cancer de l'ovaire, parce qu'il y a des formes qui sont difficilement stadifiables de manière complète par le PET scan, le scanner et le dosage du marqueur. Il y a des formes, ces formes à type de miliaire, là où on a peu l'espoir dans une chirurgie première d'être en exérèse complète. On préfère faire une chimiothérapie d'abord et essayer d'opérer secondairement en chirurgie d'intervalle. Cette chirurgie d'intervalle, elle a déjà une dizaine d'années, mais la célioscopie, quand elle est faite par des gens qui ont l'habitude de la carcinose, elle est quand même assez précise et ça nous permet de trouver des contre-indications. Là, vous voyez en bas l'envahissement d'un pédicule hépatique ou de la racine du mésentère à gauche, c'est des contre-indications en chirurgie formelle. Donc, ces malades auraient eu une laparotomie il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ils ont une cellio. C'est-à-dire, elles sont hospitalisées un jour, on leur met le porte-à-4 et on reviendra faire un deuxième effort chirurgical après la chimiothérapie, puisqu'elles ont une contre-indication initiale à la chirurgie. La laparotomie de débulking, ces grosses chirurgies ovariennes, elle reste encore la règle, puisque vous savez qu'on a une mission, c'est d'enlever la maladie de manière complète, macroscopiquement, avec des chirurgies qui sont encore morbides, mais de moins en moins, parce qu'elles sont possédées par l'ensemble des équipes qui le font. Et à Pasteur, on a la chance d'avoir une structure de réanimation, des réanimateurs, des radiologues interventionnels qui savent drainer les collections et qui savent intervenir après nous en cas de complications sur ces chirurgies relativement lourdes. Et en particulier après cette intervention dite de Hudson, où on enlève le rectum, le Douglas et tout le péritoine pelvien en monobloc en faisant des anastomoses en général sans stomie. Ces malades sont très peu stomisés. Donc, globalement, dans l'entourage, il faut un plateau technique assez important, mais globalement, ces chirurgies sont beaucoup moins morbides qu'avant, et en général, même si elles sont faites après chimiothérapie. Un dernier mot sur la polydisciplinarité. La cancérologie pelvienne, c'est l'exemple type de la polydisciplinarité. J'ai pris l'exemple du cancer du col, mais on aurait pu le faire pour l'ensemble des localisations. Ça commence par une biopsie du col, on a besoin des anapathes. Ensuite, il faut une IRM, mais on a besoin de radiologues réactifs, puisque l'IRM du col, il n'est pas pensable de l'attendre pendant 2 ans, pendant 2 mois, pardon. Et toutes les antennes IRM de l'ensemble d'Occitanie sont complètement surbookées et n'ont plus de rendez-vous disponibles. Heureusement, on a la chance d'avoir des radiologues qui sont des anges et qui nous donnent des rendez-vous rapides. Mais ces malades doivent avoir un bilan exhaustif à la fois d'une IRM pelvienne et abdominale, lombo-aortique assez rapidement. Puis on va avoir des médecins nucléaires réactifs avec un PET scan qui est fait également rapidement. En général, ils auront une exploration ganglionnaire sous la forme du curage lombo-aortique. Et là, on a besoin de chirurgiens et d'anesthésistes qui soient aussi réactifs pour mettre en place tout ce schéma en moins de 1 mois, globalement. Donc, on y arrive, c'est difficile, mais ça demande l'ensemble des acteurs. Et en général, l'association radiochimiothérapique se fait de facto par la suite avec les radiothérapeutes et les chimiothérapeutes. Donc, vous voyez qu'en peu de temps, il faut mobiliser tous les acteurs de la cancérologie. Et grâce au RCP, grâce à un réseau qui est bien construit maintenant, on arrive à être réactif et à prendre ces malades en charge assez rapidement et je pense correctement. La complexité des facteurs isopronostiques, ça devient extrêmement complexe puisque avant le cancer de l'endomètre, on enlevait l'utérus, les ganglions et on attendait l'anapathe pour savoir ce qu'on allait faire. Maintenant, il faut qu'on recueille toutes ces données histologiques. Et c'est vrai qu'on se casse encore la tête au RCP sur ces facteurs histopronostiques. Mais globalement, on a divisé la maladie en 3 grands groupes, risque, bas risque, risque intermédiaire et haut risque. On vous en dira un mot.
avec des traitements qui sont fondamentalement différents, tant au plan chirurgical que radiothérapique et association chimiothérapie et radiothérapie, qui dépendent quasi exclusivement de ces facteurs histopronostiques. Avant, on n'avait que les ganglions et le stade. Maintenant, on a plein de choses, le pôle E, le statut PMMR. Enfin, vous verrez tout ça au cours de la soirée. Donc, globalement, c'est une médecine qui est adaptée, de plus en plus précise, avec l'arrivée quand même de nouvelles molécules. Moi, j'ai connu 15 ans sans rien de nouveau depuis le carbotaxol dans l'ovaire. Et vraiment, l'arrivée de ces nouvelles molécules est un véritable espoir. La combinaison de l'immunothérapie à la chimiothérapie et aux autres thérapies ciblées, c'est probablement une voie de grand essor, puisque on cherche en fait à augmenter l'immunité naturelle pour lutter contre ces tumeurs. Et c'est une voie d'espoir qui est presque plus importante que sur la chimiothérapie. La désescalade chirurgicale, elle est obligatoire, mais elle est rendue possible parce qu'on a des traitements médicaux qui sont plus efficaces. Et pour nous, l'objectif principal, c'est bien sûr de diminuer la morbidité. L'adaptation des séquences thérapeutiques aux facteurs histopronostiques, elle est indispensable. Avec la difficulté, je vous dis qu'au bout d'un moment, les facteurs histopronostiques seront tellement nombreux que le cerveau humain aura du mal à savoir dessiner l'organigramme. J'en veux pour preuve que la quasi-totalité des logiciels d'aide de décision, à la prise de décision médicale ont été tous rachetés par les GAFA, par Google, Amazon, Facebook et Apple, qui possèdent des logiciels d'aide à la décision médicale en cancérologie. Donc le nombre de facteurs histopronostiques va être tellement nombreux, important au bout d'un moment, qu'on aura besoin de ces logiciels d'aide. Et puis une polydisciplinarité qui reste au premier plan, mais on a la chance d'être dans une équipe où on s'entend tous bien et on fonctionne bien. On passe la parole à qui? Vous avez des questions? Non, c'était que des généralités. C'est Anne-Sophie, oui, qui parle après. On cumulera les questions après, peut-être? Ça marche. Alors bonsoir, moi je vais vous parler donc de la place du ganglion sentinelle et de la chirurgie robotique dans les cancers de l'endomètre. Alors donc quelques généralités sur le cancer de l'endomètre. Vous savez que c'est le cancer gynécologique le plus fréquent en dehors du sein et donc en 2023 c'est le 4e cancer chez la femme. Il est diagnostiqué la plupart du temps chez des patientes qui vont être ménopausées avec un âge moyen au diagnostic de 68 ans. Et dans la plupart des cas, en 70% des cas, c'est une maladie qui va être diagnostiquée à un stade localisé puisque les patientes vont être rapidement symptomatiques. C'est des patientes qui vont se mettre à saigner en période post-ménopausique. Et on a dans ce sous-groupe de stade localisé une très bonne survie avec une survie relative à 5 ans de 95%. Les principaux facteurs de risque, on les connaît, donc obésité, diabète. Et on estime que 34% des cancers de l'endomètre seraient attribuables au surpoids et à l'obésité. Ça monte même jusqu'à 60% aux États-Unis. Donc Pierre vous en a déjà dit un mot. On va s'intéresser principalement aux stades précoces, c'est-à-dire les stades FIGO 1 et 2 des cancers de l'endomètre, c'est-à-dire une maladie qui va être limitée au corps de l'utérus et au col de l'utérus. Et on a donc entre les recommandations 2015 et les recommandations plus récentes de janvier 2021 une vraie désescalade chirurgicale. Et maintenant, donc, ces patientes doivent bénéficier d'une chirurgie mini-invasive, donc soit cœlioscopique, soit robotique, et donc une hystérectomie, toujours associée à une procédure du ganglion sentinelle. Alors, quel est le concept du ganglion sentinelle? Donc, il a été développé initialement dans les cancers du sein, plus tard dans les cancers du col, et puis depuis une quinzaine d'années dans les cancers de l'endomètre. Il a plusieurs objectifs, hein. Il est diagnostique, pronostic et thérapeutique. On a un réel bénéfice, hein, en termes de survie sur la connaissance du statut ganglionnaire. Il va permettre de diminuer la morbidité des curages, notamment, hein, il y a moins de risques de grosses jambes, de lymphœdème. Il a d'autres avantages, notamment il va permettre d'aller repérer, d'aller prélever des ganglions qui sont situés dans des localisations inhabituelles, donc avec des drainages ectopiques. Et en fait, c'est des ganglions qu'on n'aurait pas prélevés si jamais on avait fait un curage pelvien classique. Et on voit qu'il y a quand même 15 à 20% de ces ganglions sentinelles qui sont situés en position ectopique, qui sont envahis, qui sont malades. Il va permettre aussi donc, de réaliser une ultrastadification ganglionnaire, c'est-à-dire que l'anatomopathologiste va réaliser une immunohistochimie à la recherche de micrométastases, chose qui n'est pas faite sur un curage pelvien classique.
et donc il doit être fiable, c'est-à-dire avec un taux de détection important, une sensibilité, une valeur prédictive négative élevée et un faible pourcentage de faux négatifs. Donc Pierre vous en a parlé, vous savez que les cancers de l'endomètre sont classés en fonction des données préopératoires, donc des données anatomopathologiques et des données d'imagerie, en groupe à risque de récidive. Et en fonction donc, du groupe auquel appartient la patiente, eh ben, la prise en charge va différer et les traitements adjuvants vont également différer. Donc, le ganglion sentinelle dans les groupes à bas risque et à risque intermédiaire, il est bien utilisé maintenant, bien codifié hein, depuis une dizaine d'années. Donc, on ne va pas revenir dessus. Par contre, c'est vrai que pour les groupes à haut risque, c'est des datas qui sont plus récentes, hein. Là, vous avez les 4 principales études qui se sont intéressées aux groupes à haut risque, notamment l'étude de Yann Pearson, donc qui recensait 260 patientes avec un cancer de l'endomètre à haut risque. Il y avait quand même dans cette population entre 20 et 25% de ganglions sentinelles envahis. Et donc, il retrouvait une très bonne sensibilité du ganglion sentinelle, 98%, valeur prédictive négative quasiment à 100%, et une détection bilatérale du ganglion sentinelle dans plus de 95% des cas. Il y a d'autres études qui ont retrouvé qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie globale ou survie sans récidive dans le groupe des patientes à risque intermédiaire élevé et à haut risque sur la survie si jamais elles avaient été prises en charge avec un ganglion sentinelle ou un curage classique. Alors, si on regarde, c'est un peu caché, on ne peut pas retirer le truc. Si on regarde un peu plus en détail ces études de patientes à haut risque, on se rend compte quand même qu'ils utilisent des algorithmes. Donc, en fait, ils ne vont pas se contenter de prélever un ganglion sentinelle de chaque côté. Ils vont adjoindre d'autres prélèvements au ganglion sentinelle. Donc, vous voyez, l'algorithme, c'est ce qu'on voit là sur la gauche, c'est assez compliqué. Mais en gros, ce que propose cette étude, c'est d'aller prélever donc, les ganglions sentinelles, c'est-à-dire les ganglions qui vont ressortir avec le traceur, plus les ganglions macroscopiques, donc les ganglions qui vont faire plus d'1 centimètre, et le ganglion du paramètre. Et avec l'ensemble de ces prélèvements, on arrive à une sensibilité, une valeur prédictive négative proche de 100%. Alors, comment est-ce qu'on fait un ganglion sentinelle? Donc maintenant, en termes de traceur, on doit utiliser le verre d'indocyanine avec l'ICG. Le verre d'indocyanine, il va se fixer sur les protéines du plasma et il va émettre de la fluorescence lorsqu'il va être stimulé par des ondes proches de la lumière infrarouge. Ce verre d'indocyanine a un meilleur taux de détection par rapport au bleu. Le bleu, c'était le traceur qui était utilisé précédemment en association avec le technétium. Et il y a plus de 25% d'augmentation du taux de détection du ganglion sentinelle. Ça permet d'éviter le technétium puisqu'on va utiliser uniquement le verre d'indocyanine. Il y a beaucoup moins de risques de survenue d'allergie comparé au bleu. On va pouvoir visualiser à travers le péritoine, vous le verrez sur une vidéo, les voies de drainage du ganglion sentinelle et le ganglion sentinelle. Donc, ça va permettre de nous guider lors de la chirurgie. Il s'élimine rapidement et son coût est faible. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on n'arrive pas à détecter le ganglion sentinelle au moment de la chirurgie? Eh ben, on doit réinjecter du côté où la migration ne s'est pas faite. Et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, donc il est recommandé de faire un curage pelvien obolatéral, sauf dans les formes à bas risque où on peut omettre le curage. Donc ensuite, on peut utiliser alors soit la célioscopie qu'on appelle nouvelle génération, hein. Donc on a un capteur spécifique de fluorescence qui est situé dans la tête de la caméra. Et on a une nouvelle technologie d'imagerie qui va permettre de combiner l'image en haute définition avec l'image par ICG. Et ça va générer une image superposée. Donc, c'est les photos que vous voyez sur la droite. Et ensuite, il y a différents modes. Donc, vous avez le mode monochromatique et puis un mode qui est un peu plus intéressant, qui est le mode en intensité. Et donc, ça va générer un gradient de couleur en fonction de l'intensité du signal. Et donc, ça va nous permettre de nous guider et d'aller prélever électivement les ganglions sentinelles. J'ai un pointeur. Ok, très bien. Là, oui. Donc ici, le ganglion sentinelle, et ici, avec un autre mode d'intensité. On peut aussi donc utiliser le robot. On a dans les derniers systèmes de chirurgie robotique un capteur de fluorescence qui est intégré dans la tête de la caméra. On va avoir quand même avec le robot une définition d'image qui va être supérieure.
une sensibilité augmentée à la fluorescence. On a également un champ de vision qui est supérieur par rapport à la célioscopie. Par contre, en revanche, c'est vrai qu'on n'a pas de superposition d'images pour le moment, donc il faut choisir soit entre la vue célio classique ou soit le mode fluorescence avec effectivement tout qui apparaît en noir et puis le ganglion sentinelle qui va apparaître en vert. Un petit mot sur la chirurgie robotique. Donc, c'est une technique chirurgicale qui se développe considérablement au fil des années. Et on arrive en 2022 à plus de 12 millions d'interventions robotiques qui ont été réalisées dans le monde. Alors, au niveau mondial, la principale spécialité qui utilise le robot, c'est les chirurgiens viscéraux. En France et en Europe, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plus les urologues et les chirurgiens gynécologues. Donc, c'est une technique qui a un certain nombre d'avantages. Donc, elle est mini-invasive, on en a déjà parlé. Donc, on va faire entre 4 ou 5 incisions de 8 mm. Le chirurgien qui est déporté dans la console va avoir une vision en 3 dimensions. Le robot va reproduire quasiment à 360 degrés les gestes de notre main. Donc, on va avoir un geste qui va être rapide, précis et fin, une meilleure ergonomie. Et ça a aussi un réel intérêt chez ces patientes qui sont finalement souvent en surpoids ou souvent obèses, puisqu'on va pouvoir opérer avec une pression d'insufflation très basse, des pneumopéritoines bas. Parce qu'en fait, le robot, juste avec la configuration et les bras du robot, ça va permettre de soulever la paroi de la patiente. Et donc, on va avoir une bonne visualisation de la cavité avec des faibles pressions. Donc, du coup, moins de soucis de ventilation et moins de complications pour la patiente. Alors, dans quel cas est-ce qu'on peut proposer une chirurgie robotique aux patientes qui ont un cancer de l'endomètre? Alors, tous les stades précoces pour la réalisation de l'hystérectomie avec le ganglion sentinelle, plus ou moins des fois l'omentectomie en fonction des types histologiques. Et c'est vrai que ça a surtout un intérêt chez les patientes qui vont être obèses. On peut l'utiliser aussi pour des patientes qui ont un ganglion sentinelle pelvien positif lorsqu'on va faire une restadification chirurgicale. C'est-à-dire qu'on va aller faire, par exemple, un curage lombo-aortique par voie transpéritonéale. C'est vrai qu'en célioscopie, c'est des gestes qui peuvent être assez techniques et pas forcément toujours très aisés chez des patientes qui sont en surpoids. En laparotomie, on va augmenter de façon importante la morbidité et du coup, on risque de différer les traitements complémentaires. Donc, le robot a vraiment sa place dans cette population. Et puis, pour des stades plus avancés, quand on a une maladie limitée à l'utérus avec des ganglions atteints, ça peut être intéressant pour faire l'hystérectomie et aller retirer les masses ganglionnaires. Donc, comment est-ce que ça se passe? Alors, donc, au bloc, on va reconstituer le produit. On mélange le produit, donc 25 mg de poudre dans le solvant. Et ensuite, on va injecter dans le col de l'utérus. On va injecter 2 ml à 3 heures et 2 ml à 9 heures. Donc, la migration du verre d'indocyanine, elle se fait rapidement en quelques minutes. Donc, on va pouvoir injecter le produit une fois qu'on a installé le robot. Et ensuite, donc, on a la visualisation robot. Et vous voyez, alors, pas très bien là sur l'écran, mais on visualise en mode fluorescence le canal avec le ganglion sentinelle qui apparaît en vert. Donc, on va aller de façon élective ouvrir le péritoine et on va aller donc repérer ce ganglion et le prélever de façon élective. Voilà, donc ça évite les grosses dissections qu'on peut faire lors des curages classiques. C'est vrai que c'est des patientes qui sont aussi souvent âgées, donc finalement, plus on fait des dissections limitées, moins il y a de risque de complications, moins il y a de risque de lymphocèles, moins il y a de risque d'hématome, donc c'est tout bénéfice pour la patiente. Donc là, vous voyez, on ne se contente pas de prélever un ganglion, on va vraiment prélever l'ensemble des ganglions qui ressortent avec la fluorescence. Donc on le fait du côté droit et puis ensuite on va faire la même chose du côté contralatéral. On repère le ganglion sentinelle et on va aller donc ouvrir le péritoine et on va aller le prélever de façon élective. Donc, en conclusion, donc les cancers de l'endomètre de stade précoce, donc FIGO 1, FIGO 2,
Il est maintenant recommandé depuis plusieurs années de privilégier les voies minimales invasives, y compris pour les formes à haut risque de récidive. Lorsqu'on a une maladie qui dépasse l'utérus, par exemple, si jamais on a une atteinte du paramètre, une atteinte, du péritoine, une atteinte de la vessie, la voie minimale reste une minimale invasive reste une relative contre-indication, hein, donc c'est plutôt quand même indiqué de faire des laparotomies. Il est recommandé de proposer à toutes ces patientes, à un stade précoce, la réalisation d'un ganglion sentinelle. Attention quand même pour des formes à haut risque, où c'est quand même plus prudent d'adjoindre un prélèvement de plusieurs ganglions. Et puis, peut-être une place aussi, hein, au ganglion sentinelle dans des stades plus avancés. Par exemple, un stade 3A ou 3B avec une atteinte du paramètre. Il y a certaines équipes qui le font, mais c'est vrai que pour le moment, les données, sont insuffisantes. Donc à voir sur les prochaines années et les prochaines recommandations. Je laisse Christophe Laval. Mes images seront moins impressionnantes que les tiennes, Sophie, parce que le robot, c'est vraiment bien. Alors, on va faire un petit survol de l'imagerie ovarienne. Donc, oui, le bilan par imagerie. Donc, juste pour rappeler que souvent, la plupart du temps, le diagnostic du cancer de l'ovaire, c'était un diagnostic tardif qui se faisait de manière plutôt fortuite devant des symptômes relativement non spécifiques qui peuvent être une augmentation du périmètre abdominal, une prise de poids, tout simplement une asthénie, une constipation, des troubles digestifs, dyspepsie, des ballonnements. Donc on trouve des images au scanner, hein, des patients qui ne sont pas adressés pour ça, avec ici des volumineuses masses pelviennes, ou alors des petits nodules de carcinose péritonéale déjà qui témoignent d'une maladie avancée. Augmentation du périmètre abdominal, ça peut être assez impressionnant, hein, puisque vous avez des patientes qui ont, heureusement, elles ne sont pas forcément alertées. Des grosses masses, elle a presque 30 cm, voilà ce qu'on trouve au scanner de manière parfois récurrente. Quelques symptômes atypiques, des patientes qui se présentaient, comme ici, j'ai pris quelques exemples, un aspect une douleur d'hypocondre droit, envoyé par un gastroentérologue pour suspicion de périhépatite, pas grand-chose, et puis une petite infiltration de la capsule hépatique ici. Le scanner pelvien qui montrait pas grand-chose, un ovaire visible, mais bon, ça c'est quand même assez habituel. Même une échographie ovarienne avec des ovaires normaux. 6 mois plus tard, malheureusement, la symptomatologie avait évolué avec une carcinose clairement installée, beaucoup d'acide, des masses pelviennes qui, pour le coup, sont bien apparues. Voilà. Un autre exemple, une autre patiente avait des douleurs de l'hypocondre gauche, hein, je crois qu'elle avait celle-là, donc pas grand-chose, là au niveau pelvien, un petit peu de liquide, un marqueur limite. Une IRM visée ovarienne a été faite, mais malheureusement avec des clips tubaires, on n'était pas très bien à l'aise pour voir les ovaires post-ménopausiques, en tout cas il n'y avait pas de masse. 4 mois plus tard, même histoire, on se retrouve avec un petit peu d'acide, toujours un petit peu de liquide pelvien, toujours rien au niveau des ovaires sur le scan, et malheureusement un petit peu de nodule de carcinose péritonéale. Voilà. Donc, pourquoi un diagnostic tardif? En fait, ça vient un petit peu de l'anatomie, hein. Je parle sous contrôle de Pierre, je ne sais pas s'il est là. Donc, l'ovaire, c'est un organe qui est intrapéritonéal vrai, hein, qui n'est pas recouvert, du moins pour une de ses parties, par le péritoine. Donc, les cellules tumorales vont migrer très rapidement et facilement dans tous les récessus péritonéaux. Et deuxième fait, beaucoup de tumeurs ovariennes sont développées à partir de la surface de l'ovaire, il y a beaucoup de tumeurs épithéliales. Donc, ceci va expliquer l'évolution à bas bruit des lésions et surtout les migrations rapides vers le péritoine. Comme là, par contre, il peut y avoir des tumeurs qui évoluent aussi lentement, donc la patiente on va dire, s'habitue à l'augmentation du périmètre abdominal. Ça ne parle pas forcément, surtout pour les tumeurs borderline, avec ici une végétation au sein d'une volumineuse masse kystique. Alors, du coup, c'est pas dans l'ordre, ça. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire donc en pratique? On élimine en imagerie tout ce qui est normal. Donc, on ne va pas s'embarrasser des kystes folliculaires, des macrofollicules, moins de 3 cm, ça compte pas. C'est pas la peine de surveiller. Les kystes simples liquidiens de 3 à 8 cm qu'on trouve à l'échographie, ben, ça se recontrôle. Ce sont des kystes fonctionnels la plupart du temps. Il faut quand même les contrôler parce que ça peut être aussi des cystadénomes séreux.
Et bon, bien sûr, ça peut se compliquer et porter à confusion à l'échographie, hein. On peut avoir des fissurations, des hémorragies intrakystiques. Le kyste littéal hémorragique, le corps jaune, c'est facile à reconnaître à l'échographie. Un échodoppler, ça a un aspect hypervasculaire en couronne. Ça saigne au centre, il y a un aspect de fibrine avec un aspect un filet de pêche. Ça bouge avec la sonde d'échographie. À l'IRM, c'est très facile à reconnaître, ça a le même aspect. Puis parfois, en post-ménopausique, on trouve des kystes simples, des kystes d'inclusion. Voilà. Donc le bénin facile, ben là, on l'élimine assez facilement à l'IRM aussi, quand on a un doute sur l'échographie. L'endométrium, c'est très facile à diagnostiquer de manière certaine à l'IRM, parce que ça saigne. Donc, du coup, ça a un aspect hyper intense sur une des deux séquences qu'on appelle le T1, que ce soit sans ou avec saturation de graisse. Ça reste blanc, et tandis que sur la séquence T2, c'est noir, ou avec un dégradé de gris. Et c'est du bénin. Voilà. Bénin facile, mais pas toujours si facile, comme ça, une grosse masse. Et là, le diagnostic de tératome mature, c'est juste qu'il y a un petit point ici, noir, que vous voyez là, et là, il est blanc. Ça veut dire que là, c'est de la graisse, en fait. Comme vous voyez la graisse sous-cutanée, on a une séquence qui permet d'éteindre le signal de la graisse. Et là, ça permet de caractériser facilement le tissu, alors que la masse, bon, elle ne prenait pas beaucoup le contraste. Mais elle pouvait porter à confusion entre une tumeur agressive et une tumeur bénigne. Donc, voilà, comment caractériser une tumeur ovarienne une fois qu'on a fait, bon, on a éliminé les lésions fréquentes? Eh bien, il faut souligner l'intérêt de l'IRM en fait, hein, par rapport à l'échographie. En fait, on peut considérer qu'une IRM bien faite, bien protocolée, selon des protocoles standardisés, est égale à un niveau expert en échographie. Voilà. Donc, si une masse n'est pas caractérisable de manière évidente à l'écho, bah, il faut faire une IRM. Et si vous avez une masse, notamment kystique, importante, plus de 8 cm, il faut faire aussi une IRM parce que ça permettra de rechercher des petites végétations pariétales ou des implants péritonéaux que l'on ne verrait pas à l'échographie. Bah, un exemple, ici, on peut comprendre qu'une masse comme ça, à l'échographie, bah, on ne verrait pas cette petite papille ici, hein, qui montre que ce n'est pas un kyste tout à fait anodin. Il y a une petite papille, une petite végétation pariétale. Et là, dans cette masse-là, bien sûr, à l'échographie, je pense qu'on ne verrait pas les petits implants péritonéaux ici, là, ou là, dans une hernie, alors que l'IRM les retrouve assez facilement. Alors, le protocole IRM, il doit être vraiment réalisé de manière assez stricte et un peu systématique quand on veut étudier une masse ovarienne. D'abord, on fait des séquences T2, c'est des séquences morphologiques, hein. Ça permet de voir la lésion, de la topographier, de bien l'analyser au niveau de sa morphologie. Après, on a une séquence de diffusion. C'est une séquence on peut imaginer que c'est un peu comme c'est un peu notre TEP scan à nous, en radiologue, hein. C'est une masse qui permet de mettre en hypersignal, en fait, les lésions actives, les lésions suspectes. Les tumeurs malignes sont en hypersignal. Si c'est en diffusion, si c'est hypo-intense, eh ben c'est du bénin. Voilà. Et en plus, on peut étudier ce signal dans les tissus tumoraux des tumeurs ovariennes, mais également chercher des implants péritonéaux, hein, puisqu'on peut remonter un petit peu plus haut et à chercher des implants péritonéaux, ce qui effectivement va nous orienter sur le diagnostic. Ensuite, on fait des séquences en T1 sans et avec saturation de graisse. On a même une séquence qui fait les deux à la fois, sur la même acquisition, à peu près en 1 minute ou 2. Et ça permet de caractériser le sang et la graisse. Donc là, on est sûr, quand on a ces séquences, que soit on a du sang, soit de la graisse. Donc ça encore une caractérisation tissulaire. Et la dernière séquence sur laquelle je voulais insister, c'est celle-là. C'est la séquence de perfusion. C'est-à-dire, c'est une séquence avec injection de traceurs, de gadolinium, et ça permet d'obtenir une courbe temps-intensité. Et ça, c'est très discriminant pour les tumeurs malignes, en fait. Et ça, quand on a une tumeur ovarienne avec une composante tissulaire, il faut vraiment utiliser cette séquence avec injection. Déjà, elle devient dynamique, parce qu'il faut voir la cinétique du produit au cours du temps, et pas faire juste une injection, et puis on voit que ça prend le contraste. Bon, voilà, donc... Et dans ces cas-là, on obtient 3 types de courbes, sachant que 3 types de courbes, en fait. La référence, c'est le myomètre externe. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait l'utérus, hein. Et le myomètre, ici, c'est en rouge. Voilà. Donc, on fait une injection et en fonction du temps, jusqu'à peu près 3-4 minutes, 5 minutes, on fait des séquences et puis on voit la cinétique de rehaussement de l'intensité du signal. Ça, c'est le myomètre, c'est toujours pareil. Le myomètre, il prend comme ça. Si vous avez une courbe de tumeur qui prend comme ça, plat, type 1, c'est du bénin, en fait. Si vous avez une courbe type 2,
ben là, c'est frontière et ça peut être malin. Ça te rehausse de manière un peu moins importante que le myomètre, mais quand même, ça prend avec un plateau. Et cette courbe-là, par contre, c'est à retenir parce qu'il y a ce qu'on appelle un prédécalage de la courbe par rapport au rehaussement du myomètre. Et là, c'est toujours très suspect, en fait. Quand on a un prédécalage de la courbe, comme ça, sur les tumeurs ovariennes, eh bien, ça veut dire qu'en général, c'est une tumeur maligne. Donc, il est très important de faire cette séquence dynamique pour moi. Voilà. D'où la classification ORAT-IRM, c'est un petit peu le parallèle de la classification BI-RADS pour le sein. Hein. Je l'ai un peu simplifié, bon, mais grosso modo, le score 1, c'est qu'il n'y a rien ou il n'y a plus rien au moment où on fait l'examen. Hein. Le score 2, le ORAT2, c'est du bénin, le VPP est inférieur à 2%. Là, on rentre dans ces cases, les kystes folliculaires, les cystes adénocéreux, les endométriomes, les tératomes, ou les portions tissulaires qui sont hypo-intenses en diffusion. Hein, comme on disait, en hyper intense, c'est suspect, hypo-intense, c'est pas suspect. Le score ORAS3, eh bien, la VPP, elle est quand même faible. Ce sont des lésions un petit peu atypiques, hein, c'est-à-dire ces lésions avec multiples kystes, hein, les lésions multikystiques, ou des lésions avec des kystes de signal un peu hydrique impur ou de signaux différents. Et en général, par exemple, les tumeurs mucineuses ont ce type de signal. Ou alors la portion tissulaire de la paroi, hein, qu'on va mesurer selon la méthode que je vous ai annoncée, serait os de type 1. Et là, on peut faire une surveillance pendant 2 ans, ou bien avis chirurgical en fonction de l'aspect. Voilà. Et après, le score 4 et 5, au RADS 4-5, c'est toujours suspect. Et il faut prendre un avis spécialisé après chirurgical. Il faut essayer de donner une orientation à la patte. Là, on a la courbe de type 2. Hein, donc là, on va quand même avoir des lésions qui peuvent être malignes en courbe type 2. Et le score au RAD 5, ben là, c'est quasi malin à coup sûr. C'est comme la CR5 du sein. Hein, c'est à peu près pareil. Là, on classe les courbes de rehaussement de type 3. Et puis, bien sûr, s'il y a des implants péritonéaux, ça classe également en ORAT 5. Voilà. Donc, quel est un peu l'organigramme de décision? Ben, quand on se retrouve devant une masse annexielle, ben, s'il n'y en a pas, bon, ben, c'est réglé. S'il y a une masse annexielle, si on voit des implants péritonéaux, ça passe en ORAT 5. S'il n'y en a pas, on regarde s'il y a une portion tissulaire dans la masse et le signal diffusion. Si la paroi n'est pas rehaussée, ben, ça reste c'est ORAS 2, c'est du bénin. Si ça se rehausse, on regarde le signal en diffusion. Si le signal reste hypo-intense, pas d'hypersignal diffusion, c'est de l'ORAS 2. Si le signal diffusion est hyper intense, là, on regarde la cinétique de la courbe de rehaussement et on regarde les types de courbes 1, 2 et 3 et on peut classer ORAT 3, 4 et 5 en fonction du type de courbe. Voilà. Quelques exemples de tumeurs malignes. Ah oui, il y a quelques c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'était trop long. Quelques exemples de tumeurs malignes. Donc, les tumeurs, j'ai pris quelques exemples, j'espère qu'ils y sont. Les tumeurs malignes, il y a beaucoup de. Alors, on ne peut pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai pris les plus fréquentes, celles qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire celles qui sont à partir de l'épithélium, peut-être bénignes, frontières ou malignes. Dans les tumeurs malignes, il y a les tumeurs, pardon, il y a les tumeurs séreuses. Hein. Les critères de bénignité, ce sont les lésions qui sont uniloculées, c'est plutôt bénin. Si on a la chance de voir des petits nodules calcifiés au niveau de la paroi, et ça se voit qu'à l'écho, ça ne se voit pas à l'IRM, ben, ça signe que c'est de la calcosphérite, donc c'est bénin. Les critères suspects, c'est toujours les implants. Et bon, après, les tumeurs mucineuses, elles sont un peu différentes. Elles ont des loculi, hein, des logettes de signal différents parce qu'elles ont du mucus plus ou moins riche en mucus. Donc là, ce sont des lésions qui ont un signal un peu mixte, un peu hyper intense, un peu hypo-intense. Voilà. Ensuite, il faut chercher toujours les évégétations et les implants. Puis après, un petit peu, il y a les tumeurs endométrioïdes et notamment les endométriomes qui peuvent dégénérer. Alors ici, j'ai mis un exemple de tumeur avec des petites végétations ici. Voilà, ça c'est sûr, enfin, c'est pas sûr qu'on le verrait à l'échographie. C'est une séquence T2 avec des petites végétations pariétales. Là, on a un autre exemple de tumeur avec des loculi de signaux différents. Ici, vous voyez, il y a un signal un petit peu intermédiaire, un signal un peu hyper intense. Ça, c'est du T1 fat sat, saturation de graisse. On le reconnaît là, c'est comme la graisse a été teinte ici. Là, c'est du T2. Là, on voit qu'il y a du liquide. Ça, c'est du liquide un peu impur, hyperprotéinique.
Et là, c'est du T1 sans FATSAT. Voilà. Donc, bon, donc ça, c'est pas un kyste simple, ça peut être un tumeur mucineuse. Même type, c'est la même d'ailleurs, mais en vue sagittale, où on voit cette masse, la partie kystique de la tumeur, qui a une végétation, ici, que l'on voit ici. Là, on voit que sur la séquence de diffusion, la végétation est hyper intense, elle est en hypersignal. Donc là, c'est suspect. Du coup, on peut faire une courbe de rehaussement, et vous voyez, on a une courbe de type 2, c'est une tumeur borderline. Là, on met un échantillonnage, on mesure le signal dans le myomètre, ici, voilà, ça prend comme ça. Et là, on fait une deuxième courbe de rehaussement et dans la végétation. Même si elle est petite, hein, on peut le faire, ça marche. Et on voit qu'on a une courbe qui se rehausse un peu moins rapidement que le myomètre. Voilà. Notre exemple, une tumeur maligne, celle-là, c'est une courbe de type 3. Vous voyez ici, c'est une masse qui est clairement plus tissulaire par rapport à la vessie qui est là. Ici, c'est le myomètre. On regarde le rehaussement et on voit que la tumeur qui est là se rehausse avec un pré-décalage de la courbe. Ça prend plus vite le contraste que le myomètre. Et ça, c'est du type 3, c'est suspect. Un autre exemple, une lésion qui ressemble un peu à un endométrium, puisque c'est une lésion qui est en hypersignal, en T1, hypersignal en diffusion, mais le liquide, c'est aussi en hypersignal diffusion, et signal intermédiaire en T2, avec toutefois une petite végétation pariétale sur le côté. On fait une courbe de rehaussement, et on voit que ici, c'est l'utérus qui est un peu refoulé sur le côté. Et c'est une courbe de type 3 qui prédécale un petit peu. Et voilà, c'est un cytadénome, un carcinome séreux de bas grade, mais bon, voilà, tu normalises ici. Et je crois que c'est le dernier ou avant-dernier exemple. Pour parler des endométriomes, ça c'est un cas d'une patiente septembre 2021, des endométriomes typiques, hein, hyper intenses, hémorragiques, T1. Janvier 2023, c'est tout ça. Une tumeur qui a augmenté de taille, avec une végétation, plusieurs petites végétations. On prend la mesure du signal et on retrouve une courbe de type 2, ici en violet, par rapport au myomètre. C'était un carcinome, un cancer endométrioïde, donc un endométrium dégénéré, on va dire. Voilà. Donc, ce que je voulais donc, en résumé, l'IRM, c'est bien pour les grosses masses. Quand il y a des masses kystiques, c'est pour chercher les végétations. Si on n'arrive pas à caractériser parfaitement à l'IRM, donc plus de 8 cm ou 7-8 cm, on fait une IRM. Et si on fait une IRM, s'il y a une portion tissulaire dans la masse, il faut faire une séquence dynamique avec injection pour essayer de caractériser la tumeur. Voilà. Je passe la parole à Ludivine. Merci beaucoup, Christophe. Alors, tu m'avais dit que c'était trop long, donc moi, j'avais dit que je ferais court. Et moi, je suis dégagée de toute lourdeur scientifique parce que je veux vraiment parler d'administratif ce soir. Juste avant de commencer, et d'ailleurs, il n'y a pas la slide, la première donc, slide, où il y avait les laboratoires, parce qu'on remercie vivement ce soir d'être là, parce que j'ai peur qu'on oublie de vous le dire et on vous remercie beaucoup. Et puis, remercier aussi Dora Canoun qui, grâce aussi à son ASS, nous sponsorise ce soir et qui a toujours 10 000 idées à la minute et qui était celle qui avait vraiment envie de faire cette soirée ce soir. Donc voilà, j'avais peur d'oublier, je commence par ça. On va parler, en fait, il y a pas mal de changements qui vont avoir lieu depuis le décret 2022 en fait, de la loi Véran. Il va y avoir une modification des autorisations dans les cancers, et notamment dans les cancers gynécologiques et de l'ovaire. Et il va y avoir donc du coup, et c'est ce qui va être mis en place avec des autorisations qui vont sortir en juin 2025, plusieurs centres dédiés à cette prise en charge. Alors en pratique, ces recommandations, enfin ce décret qui est sorti en 2022 avec des RCP de l'INCa qui se sortent en décembre 2023, ont voulu mettre en évidence à la fois des centres sur la cancérologie considérés comme A, c'est-à-dire les centres actuels de cancérologie sur les différents types d'organes, et puis une autorisation de mention B qui va en fait qualifier sur certains types de cancers
d'une structuration plus complexe avec des autorisations, notamment dans le cadre des cancers de l'ovaire, ce qui nous concerne pour nous, en fait, le B5. Donc, ça a été très compliqué d'arriver à décortiquer ces textes de loi avec une interprétation qui a été pas toujours menée de la même façon entre l'interprétation de l'ARS et des textes de loi mis en place et du coup des intervenants locaux. Et donc, on a essayé de stratifier surtout sur ce que ce décret 2022 a impliqué dans l'ovaire, à la fois sur les critères des mentions A, ça veut dire ceux qui font de la gynécologie avec des cancers pelviens, ce qui était en fait fait à l'heure actuelle, soumis à un quota de 20 cancers pelviens par an. Et puis maintenant, on est passé à une surstrate, entre guillemets, comme un entonnoir, où on va être sur des critères B et qui concernent pour la gynécologie le critère B5. Qu'est-ce que ça va dire? C'est soumis à deux choses. D'une part, des critères seuil, c'est-à-dire plus de cas de 24 cancers de l'ovaire par an, impliquant 24 cancers de l'ovaire par an sur une chirurgie donc complexe. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans la chirurgie complexe? Ça inclut la chirurgie première d'une chirurgie multiviscérale, multidisciplinaire, des chirurgies de récidive, et des chirurgies en fait en zone irradiée. En gros, ça veut dire que pour pouvoir faire à l'heure actuelle maintenant de l'ovaire, il faudra à la fois respecter des critères de seuil et à la fois des critères de prise en charge chirurgicale complexe. Dans les référentiels de l'INCAD décembre 2023, il y a une autre chose quand même qui est importante. On va le développer sur les RCP de recours et sur la coopération multidisciplinaire. Il y a une chose qui est aussi très importante, qui est surlignée dans leur référentiel, c'est aussi l'accès sur place ou par convention à l'ensemble des éléments qui nous permettent de prendre en charge les complications post-opératoires. Ça veut dire de la radiologie interventionnelle sur place et ça veut dire aussi de l'endoscopie digestive sur place. Donc, la feuille de route de l'ARS, là, c'est la feuille de route de l'ARS 2022-2025, on va dire PACA. Eux, ils ont été dès 2022 très proactifs et cette prise en charge des cancers de l'ovaire selon les décrets de Véran 2022, elles ont été mises en place très rapidement chez eux. Chez nous, on est au balbutiement puisque le groupe de travail de l'ovaire, il a été initié fin 2024. Et le but, c'est vraiment de pouvoir, sur des cancers qui sont de mauvais pronostics, dont fait partie le cancer de l'ovaire, de pouvoir structurer la prise en charge de ces patientes. Donc, ce groupe travail de l'ovaire initié par l'Onco-Occitanie, ça a été de pouvoir réunir à la fois plusieurs experts concernant à la fois la chirurgie, la radiothérapie, les anapathes, les radiologues, et de pouvoir se concentrer sur deux objectifs principaux, à la fois de travailler sur des chartes, c'est-à-dire des chartes pour les centres dits A5, on va les voir, et sur les centres dits B5, et à la fois sur la mise en place d'une SRP de recours qui répond donc aux exigences du décret 2022. La charte A5, c'est quoi? Donc, ça s'appelle A5-B5, c'est de se dire, dans le diagnostic initial des cancers de l'ovaire qui se présente, comme on l'a vu avec Christophe, sur des formes de carcinose ovarienne, c'est pouvoir faire en sorte de pouvoir les prendre en sorte sur des structures A5, c'est-à-dire des structures qui ont l'agrément cancer pelvien, qui n'auront pas pour autant l'agrément forcément B5, mais qui vont, dès la prise en charge initiale pour éviter d'augmenter le délai, prendre en charge les patientes avec un délai rapide, une célioscopie avec une position des trocars bien définie, des comptes rendus opératoires types qui nous permettent d'avoir un PCI initial, parce que c'est vrai que dans les cancers de l'ovaire, la grande difficulté, c'est deux chemins. Soit on fait une chirurgie première, et on sait que les patientes qui peuvent bénéficier d'une chirurgie première, c'est celles qui, si on peut le faire, ont un meilleur pronostic. Et si la chirurgie première n'est pas réalisable d'emblée, et ça, on le perçoit en fait finalement par ces comptes rendus opératoires où on a ces PCI, ces index de carcinose péritonéale, ou ce qu'on appelle aussi les scores de Fagotti, eh bien, on va basculer vers la chimiothérapie avec, en fonction des réponses, soit une chimiothérapie d'intervalle AC3, soit une chimiothérapie de clôture AC6. Donc ça, c'est-à-dire faire en sorte que dans des structures A5 ou B5, on ait une codification de la prise en charge initiale et ensuite référer ces patientes sur des centres B5 qui peuvent les prendre en charge. La charte B5, cette fois-ci, c'est-à-dire que sur ceux qui vont être définis comme B5, qui peuvent prendre en charge les cancers de l'ovaire ou les autres chirurgies complexes, pareil, une charte qui va définir le délai de prise en charge, la façon dont on les prend en charge, et avec la notion de cette fameuse RCP de recours qu'on va un peu détailler. Donc,
ce projet-là, il répond finalement au projet régional de santé. L'objectif, ça va être maintenant aussi de déterminer cette RCP de recours. Les discussions qu'on a sur le groupe Travail Over à l'heure actuelle, c'est qu'on n'arrivera pas probablement à faire comme la région PACA, à faire une seule RCP qu'ils ont mis en place depuis 2023, où ils ont une seule RCP de recours régionale et où tous les cas d'ovaires sont discutés lors de cette RCP de recours. Nous, on s'est posé la question de faire une RCP de recours Est et une RCP de recours Ouest. On s'est interrogé sur l'Est. Eux, ils ont préféré faire des RCP de recours distinctes. Et on s'est interrogé sur l'Ouest, et pour des raisons tout simplement aussi logistiques. Il faut avoir l'honnêteté qu'en fait, ces RCP, il faut les organiser, il faut avoir des horaires compatibles. Et donc, pour l'instant, on est sur des RCP de recours qui vont rester par centre B5. En fait, la difficulté de comprendre qu'est-ce que c'est cette RCP de recours, c'est qu'à l'heure actuelle, on avait déjà une RCP de recours qui sont des cas complexes pour tous les cancers pelviens. Et en fait, la RCP de recours, maintenant, ça va être par structure B5. On a notre propre RCP où on discute des ovaires. Et ensuite, va être créée une RCP régionale où les cas complexes autres qu'ovaires, c'est-à-dire les récidives, les pelvis irradiés, les pelvis pour lesquels on a des questions à se poser sur la prise en charge, passeront en RCP, ce qu'on appellera en RCP régionale. Alors, qui va avoir ces B5? On ne sait pas encore. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, sur PACA, où on est sur un bassin de population où il y a 5 millions d'habitants, il y a eu 5 centres B5 qui ont été établis. Il faut savoir qu'en effet, sur une région comme l'Occitanie, qui est une région qui est beaucoup plus vaste, on est autour de plus de 6 millions en fait, d'habitants. Et donc, si on suit la même logique, on serait plutôt sur 6 centres B5, avec l'idée, en effet, il y a une cohérence, parce que sur l'Est, on serait à peu près en effet sur 3 centres B5. Et sur l'Ouest, avoir la même logistique. L'idée, de toute façon, c'est qu'on doit pouvoir, notamment dans les villes plus périphériques, là où il y a des opérateurs qui sont formés à faire cette chirurgie, tout intérêt à faire en sorte que certains périphes soient en convention et puissent opérer ces patientes le plus proche de chez elles, afin de faire en sorte qu'elles aient aussi le moins de délai possible. Donc, le critère B5, si par exemple on fait un focus sur place, en effet, sur la chirurgie complexe, on a la multidisciplinarité, et Pierre l'a évoqué, il y a le plateau technique qui fait qu'il y a la réanimation, il y a la médecine nucléaire, il y a la radiologie interventionnelle, et c'est bien spécifié d'ailleurs dans l'encart, il y a l'endoscopie digestive en urgence, il y a la radiothérapie, il y a l'oncologie. Donc, c'est le plateau technique qui permet d'autoriser ces chirurgies complexes multidisciplinaires. La RCP de recours, qui en effet, la logique, c'est que pour des questions logistiques, on a trouvé un autre RCP le mardi soir, et cette RCP de recours, elle aura lieu en effet après les cancers pelviens, c'est-à-dire en suivant, tous nos cancers ovaires sont présentés lors de cette RCP de recours, mais c'était déjà la logique qu'on avait à l'heure actuelle, puisqu'on présente les dossiers par organe. L'autre chose, c'est le parcours de soins. Et en effet, à l'heure actuelle, du fait du nombre de patients pris en charge, il y a un vrai parcours, que ce soit en hospitalisation, que ce soit en HAD, que ce soit en chimiothérapie, qui permet en fait de fluidifier le parcours de ces patientes. Et dans ces critères B5 qui ne sont pas encore pris en ce sens, il est vrai que probablement aussi la place des essais et des essais cliniques va avoir une part à terme plus importante. Et sur place, on a fait les PREMS, une étude que Pierre a mis en place qui est tout simplement une étude sur l'expérience patient du parcours dans les cancers de l'ovaire. On a l'étude Solovar, qui est une étude d'intensification de la chimiothérapie chez les patientes qui sont mauvaises répondeuses dans l'ovaire, qu'on appelle pour un mauvais score KELIM, c'est-à-dire qu'on sait que lors des premières thérapies, n'ont pas une bonne chimiosensibilité. Et puis, il y a aussi l'essai sur le test salivaire, qui est la transposition en fait, finalement de test salivaire dans l'endométriose et qui est utilisé là à l'heure actuelle pour éventuellement avoir un dépistage, enfin un test diagnostique, pardon, des cancers de l'ovaire. Donc, en fait, en tout cas, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on se trompe de débat dans ces agréments et ces accréditations qui vont être données. On va surtout parler des survies des patientes. C'est quand même des pronostics qui sont extrêmement mauvais. Ça veut dire que sur la prise en charge initiale, il ne faut pas qu'on se trompe. Et ça veut dire que, certes, il y a la qualité de la prise en charge chirurgicale de ces patientes, mais il y a surtout un autre facteur très important qui est le délai de prise en charge. Et qu'un seul B5 dans une structure aussi grande qu'est notre
département de notre région d'Occitanie, c'est inenvisageable. Ça veut dire qu'il faut arriver à fédérer et à structurer pour qu'on soit aussi optimal sur la qualité que sur le délai de cette prise en charge. Voilà, je vous remercie. Donc, c'est... Vous êtes en dernier, mais les questions. Moi, je vais vous parler de la place de la radiothérapie. L'idée, c'était de parler de la place de la radiothérapie en cancérologie pelvienne. Pour les cancers de l'ovaire, ça va être relativement rapide puisqu'il n'y a aucune place de la radiothérapie. Pour les cancers du col, mais pour tous les stades avancés, il y a systématiquement une place de la radiothérapie en association à la chimiothérapie, puis à la curithérapie. J'ai préféré développer. Alors, est-ce que ça va être moi là? Il me semble bien que je parlais en dernier. Maxime, je finirai tout à l'heure. Allez, place à la NAPAD. Donc, on m'a demandé de vous parler de l'oncogénétique dans les cancers ovariens. Donc, alors, je vais essayer de faire digeste. C'est un sujet assez complexe, et, assez récent. Donc, dans les cancers de l'ovaire, il y a beaucoup de sous-types histologiques différents dans les cancers de l'ovaire. On va se concentrer sur les cancers épithéliaux, et dans ces cancers épithéliaux, donc, il y a plusieurs sous-types, dont le carcinome séreux de haut grade, qui représente la grande majorité des cas et qui est, comme on le disait tout à l'heure, souvent diagnostiqué à des stades avancés. Il a été montré donc, dans ces cancers, il existe différentes mutations, donc des mutations comme le gène TP53 qui sont des régulations de la prolifération cellulaire, donc, qui vont expliquer la cancérogénèse, mais également des gènes comme le BRCA, qui va avoir toute son importance, qu'on va essayer de l'exposer par la suite. Donc, pourquoi aller rechercher dans les cancers de l'ovaire des mutations du gène BRCA notamment? Alors, il a été montré qu'il y avait un impact pronostique, c'est-à-dire que les patientes mutées auraient une survie sans progression plus favorable, des impacts prédictifs à la sensibilité aux chimiothérapies à base de sel de platine. Bon, certes, mais il faut aussi penser qu'il y a aussi un impact sur le conseil génétique et sur la visée familiale, c'est-à-dire on va parler d'oncogénétique constitutionnelle. Et donc, je rappelle un peu de sémantique. Quand on parle de génotypage, il faut bien différencier le génotypage constitutionnel du génotypage somatique. Le constitutionnel, c'est quand on parle d'hérédité de famille, ça se fait souvent sur une prise de sang. Moi, je vais me concentrer en tant qu'anapathe sur le génotypage somatique, qui veut dire qu'on va faire un génotypage des mutations au sein de la tumeur sur le tissu tumoral. Alors évidemment, ces deux choses sont un peu liées, c'est-à-dire que si on trouve une mutation, notamment du gène BRCA1 ou 2, sur une tumeur ovarienne, il va falloir se poser la question si il s'agit d'une tumeur strictement intratumorale ou si on détecte une mutation qui est également constitutionnelle. Et donc, il faudra faire le parallèle et proposer à ces patients une consultation oncogénétique à visée de conseil génétique familial. À savoir quand même qu'il existe 5 à 7% des cancers de l'ovaire qui sont strictement somatiques, c'est-à-dire que si on fait un examen constitutionnel, ces patients n'ont pas de risque familial, ce n'est pas une mutation familiale BRCA. Ça peut être aussi des mutations ponctuelles uniquement limitées à la tumeur, et qui restent une minorité. Voilà. Alors, quand on parle de gène BRCA1, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle le système de réparation, d'un déficit du système de recombinaison homologue. En fait, c'est un système très complexe qui permet de réparer l'ADN, dans lequel on va retrouver donc, lorsqu'il y a un déficit de ce système de réparation de l'ADN, des mutations des gènes BRCA1 ou 2, qui soient germinales, donc c'est-à-dire constitutionnelles ou purement somatiques.
mais également beaucoup d'autres gènes. C'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, qu'est-ce que l'HRD? C'est la déficience du système de recombinaison homologue. Qu'est-ce que c'est? Quand on a une cassure double brin sur l'ADN, il va se mettre en œuvre plusieurs systèmes de réparation de l'ADN, dont la recombinaison homologue, qui est en fait le système de réparation le plus fidèle. Les autres systèmes de réparation qui entrent en œuvre vont souvent amener des anomalies dans la séquence ADN avec des mésappariements, formation de translocation, etc. Donc, quand on a un déficit de réparation recombinaison homologue, on va avoir des réparations des anomalies, des cassures d'ADN beaucoup moins fidèles, et donc l'apparition justement d'une mutation et donc l'apparition d'une qui peut expliquer la cancérogénèse. Je pense, bon, ça redit un peu les mêmes choses, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Ces systèmes autres qui vont, en cas de déficit de ce système de réparation par recombinaison, ils vont amener des problèmes de translocation, ce qui va expliquer donc la cancérogénèse. Et pourquoi on recherche des déficits de ce système de recombinaison homologue? C'est parce qu'il y a un impact thérapeutique majeur, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est l'apparition des molécules inhibiteurs de PARP, puisque le principe est de, en cas de déficit de la recombinaison homologue, dans les cellules tumorales, essayer d'inhiber les autres systèmes de réparation par des inhibiteurs de PARP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe, mais en créant comme ça un double blocage des systèmes de réparation de l'ADN dans les cellules tumorales, on va créer une telle instabilité génomique qu'on va engendrer la mort cellulaire. C'est un peu le principe du fonctionnement. Et donc, des études ont montré que, effectivement, quand ces inhibiteurs de PARP, chez les patients mutés BRCA1 ou non mutés BRCA1, mais avec d'autres déficits du système de recombinaison homologue, avaient une bien meilleure survie que chez les patients non mutés. Donc, il s'est mis en place une stratégie diagnostique devant une carcinose. Pour nous, les anapathes, on va tester par des marqueurs immunohistochimiques directement sur la biopsie différents panels pour essayer d'établir des diagnostics de sous-types tumoraux et sur certains sous-types, mais principalement sur les séreux de haut grade, on va tout de suite aller rechercher les mutations somatiques du gène BRCA et en même temps ou de façon potentielle un déficit du système de recombinaison homologue. Alors, comment on fait il y a beaucoup de méthodes possibles pour mettre en évidence un déficit de recombinaison homologue. Ça peut se faire sur du sang, sur des blocs de tissus, donc sur les biopsies de carcinose. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on pouvait mettre en évidence les déficits de recombinaison homologue. En pratique, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des séquençages de nouvelle génération, qui sont des séquençages haut débit, ce qu'on appelle le NGS, pour mettre en évidence d'une part les mutations BRCA1 ou 2 et beaucoup d'autres anomalies génétiques qui vont démontrer ce déficit du système de recombinaison homologue. Donc, il y a beaucoup de possibilités alternatives qui sont en pratique pas utilisées pour les patients. Aujourd'hui, les choses se sont un peu structurées. Les plateformes de génotypage en France se sont un peu organisées et en quelques années, il est apparu beaucoup de solutions pour aller évaluer le statut, donc on dit HRD, déficit de la recombinaison homologue, en réalisant des scores GIS, qui sont des scores d'instabilité génomique. Et donc, il y en a plusieurs en France, des académiques, mais également des solutions commerciales. Avant, on utilisait le Myriad. Ça partait aux États-Unis, c'était un peu compliqué. Depuis quelques années maintenant, il s'est mis en place pas mal de solutions. Par exemple, chez nous, on utilise le score GISCAR qui se fait à Caen, dans le centre de François Baclès.
Alors, comment en pratiquant on fonctionne? On a tendance à faire la recherche des mutations BRCA et plus largement du système HRD dès le diagnostic, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, on a un diagnostic de carcinome serreux de haut grade, on déclenche la biomol, voire même avant la RCP pour gagner sur les délais. Peu importe la localisation ou si c'est avant, après, il a été démontré qu'il y avait une homogénéité du statut, quel que soit le contexte. On utilise alors des blocs FFPE, c'est des prélèvements tissulaires fixés au formol et incluant paraffine. Il faut qu'on essaye d'être assez homogène dans la prise en charge avec des conditions qu'on appelle pré-analytiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fixe trop longtemps dans le formol. Donc, c'est sûr qu'on n'aime pas trop les tumeurs du vendredi soir qui vont rester tout le week-end dans le formol. Enfin bon, c'est parce que derrière, ça peut amener à des échecs des techniques de séquençage. Simplement pour ça. Il existe des solutions sur du liquide péritonéal ou sur du sang enfin de l'ADN tumoral circulant, mais c'est encore au stade d'étude, mais ça peut être une possibilité pour l'avenir. Ce qui est important de savoir pour ceux qui prélèvent, c'est qu'on a besoin quand même de pas mal de tissus, une assez grande surface, donc il nous faut des gros morceaux. Et nous, avant d'envoyer sur les plateformes, il faut qu'on vérifie qu'on ait assez de cellules tumorales au sein du prélèvement, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Je donne l'exemple de ma structure. Donc, on est structuré au sein d'un groupement, un APAT qui s'appelle XPAT. Donc, on fait sur Toulouse, on récupère donc les prélèvements de carcinose, par exemple. On va essayer dans les 48 heures de donner un diagnostic histologique. Aujourd'hui, maintenant, on déclenche le génotypage BRCA spontanément. On s'est mis d'accord entre nous, on n'attend pas la RCP, on envoie tout de suite. Comme ça, en 7 à 10 jours, c'est un peu variable, mais en général, on va dire dans ce délai-là, on obtient sur notre plateforme, alors chez nous, elle est à Marseille, mais ça peut être à Montpellier. Maintenant, il y a beaucoup de plateformes de biologie moléculaire qui se sont structurées. On obtient un génotypage BRCA 1 ou 2. Aujourd'hui, on fonctionne un peu en séquentiel, c'est-à-dire que si on détecte la mutation BRCA 1 ou 2, on s'arrête là. On sait qu'on va avoir en fait une patiente HRD, donc qui va avoir une sensibilité aux inhibiteurs de PARP. Pas besoin de déclencher une recherche HRD complète et un score GIS. Si jamais le séquençage donc BRCA est négatif, on va envoyer au centre François Baclès à Caen pour la réalisation d'une technique de recherche HRD qui est plus complexe, qui prend à peu près le même délai, c'est environ 7 jours actuellement. Et donc, c'est le score GISCAR qui va être positif ou négatif pour dire la patiente est HRD ou non. Et donc, derrière, c'est des données qu'on va intégrer, discuter un petit peu pour la prescription de ces inhibiteurs de PARP. Alors, un petit point que j'ai mis à la fin, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les tests BRCA, donc, les profilages type score GIS, sont pas remboursés, c'est des cotations RIHN, c'est-à-dire que c'est des établissements. Ça arrive, mais en gros, c'est extrêmement coûteux quand même. Par exemple, un profilage complet, c'est 2205 €, qui était remboursé auparavant qu'à hauteur de 50% plusieurs années après aux établissements. La bonne nouvelle, c'est que c'est passé à la nomenclature, donc ça va arriver, ça va être remboursé. Alors, pour le BRCA dans un premier temps et pour les cotations les plus chères dans un second temps. Ça a été accepté à l'ARS, à l'HAS, mais maintenant c'est dans les autres. C'est rentré, c'est sorti à la société. Ah bon, ben voilà. C'est accepté pour les biologies initialement et pour les anapathes. J'ai 5 jours de retard.
Voilà, donc c'est une bonne nouvelle parce que c'était un peu compliqué parce que ça demandait quand même des équipements importants et donc les établissements comme les cliniques étaient facturés, ça a commencé à faire des sommes. Euh, pour donner un ordre d'idée du coût de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Voilà, après, donc, ça s'est bien structuré. Ça... Oui. Voilà. Donc, on arrive maintenant à avoir des délais, ça s'est structuré. On a... Bon, c'était plus compliqué avant, maintenant, ça fonctionne plutôt bien. C'est rentré en routine. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'oncogénétique somatique, cancer pelvien. Je n'aborde pas le côté constitutionnel. Je laisse. Voilà, Bonsoir, moi je vais vous parler de l'endomètre et de la classification moléculaire, comme ça on s'est dit que de presque terminer la soirée avec ça, ça allait bien vous assommer. Ne vous inquiétez pas, c'est un topo que j'ai déjà présenté et j'ai vraiment essayé de simplifier ces données pour que je puisse moi en premier les comprendre et ensuite bien vous les expliquer. Donc, je vous le représente. C'est un tableau qu'on a dans notre consultation, que j'aime beaucoup, que Jérôme aime beaucoup aussi, et qui représente la chirurgie avec des hommes autour d'une patiente. On a de plus en plus de femmes dans l'équipe, donc je tenais à le souligner, même si on est très bien accompagné de Pierre et de Jérôme. Et ils sont par laparotomie sur cette intervention, alors qu'on l'a vu avec Anne-Sophie, qu'on a de plus en plus d'interventions, notamment dans l'endomètre, qui sont mini-invasives par la cystoscopie et notamment la cystoscopie robot-assistée. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Donc, le cancer de l'endomètre, c'est quelque chose qui, pour moi, était difficile à comprendre sur sa stratégie thérapeutique et notamment sur sa classification qui dépendait initialement de l'histologie, de son stade tumoral et de son grade tumoral. À plat, mais depuis 2013, en fait, il y a des données moléculaires qui sont apparues et qui ont un peu complexifié tout ça. Au départ, moi, quand j'avais compris et quand j'avais appris le cancer de l'endomètre, c'était scindé en deux grandes parties. Donc, on avait les patientes qui étaient obèses avec des facteurs de risque cardiovasculaires, métaboliques et qui présentaient des cancers de l'endomètre dits endométrioïdes et classés type 1. Et ensuite, on avait les autres types qui étaient les types 2 et plutôt des patients qui étaient minces et qui avaient un pronostic qui était plus péjoratif. Ça s'est un peu complexifié puisqu'on voit qu'il y a différents types histologiques et que j'ai mis en corrélation les différentes données moléculaires et on reviendra sur ça. Donc, au départ, on a une classification qui est basée sur des prélèvements de biopsie et qui nous permettent de réfléchir sur la stratégie thérapeutique. Et on a vu qu'initialement, c'était classé par le stade et par l'invasion de la pathologie en imagerie. Donc ça, c'était la classification initiale sans prendre en compte les données moléculaires, qui permettait ainsi, une fois qu'on avait fait cette classification, de réfléchir en 3 grands groupes et de proposer une stratégie thérapeutique en fonction de ces 3 grands groupes. Donc tout ça, c'était ce qui était avant les données moléculaires, et tout ça, c'était ce qui était avant également, c'est-à-dire qu'on se disait qu'il fallait faire des curages ganglionnaires lombo-aortiques, et on verra qu'on revient dessus et qu'on fait de moins en moins, notamment pour les stades avancés. De toute façon, ça, Anne-Sophie vous l'a déjà dit. Donc là, c'est maintenant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que simplement les patientes grosses avec des facteurs de risque métaboliques ou les patientes minces avec un mauvais pronostic. Et c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des données moléculaires. Ces données moléculaires, elles ont permis de classifier les cancers de l'endomètre en différents groupes et donc de donner différentes stratégies thérapeutiques. Et c'est grâce à cette étude promise qu'il y a pu avoir mise en évidence de l'importance de ces données et de la capacité de pouvoir réaliser ces recherches moléculaires. Les recherches moléculaires, elles peuvent être de différents types. Donc, je vous les montre et on reviendra dessus. Premier type, on peut rechercher une mutation TP53, une mutation TP53 qui signifierait que l'on a une pathologie qui est grave.
On peut ensuite rechercher une anomalie au niveau de la réparation avec des déficits au niveau de la réparation, des MMR ou des instabilités au niveau des microsatellites par des immunomarquages, je reviendrai dessus aussi, qui nous permet d'avoir un autre type et une autre classification des cancers de l'endomètre. Et ensuite, on peut par séquençage rechercher un séquençage du pôle E. Tout ça pour vous dire qu'en fait, cette étude-là nous disait, grâce à 3 techniques différentes d'immunomarquage, avec une recherche de mutation TP53, grâce à l'utilisation de 4 anticorps qui permettraient de classer, je vois qu'on fronce les sourcils dans le fond, mais je vais simplifier après, qui permettait de classer les cancers de l'endomètre en DMMR ou instabilité microsatellite ou par la technique de séquençage avec l'utilisation de pôle. On a 3 grands groupes finalement de cancers de l'endomètre et donc 3 grands pronostics différents dans le cancer de l'endomètre, en plus des données histologiques et des données de l'imagerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le type histologique, on regarde les biomarqueurs, les récepteurs hormonaux, les protéines TP53 et on les classe. Comment on fait? Alors, ah oui. Je regarde juste. Okay. Comment on fait pour rechercher ces différentes données? Quand on a notre pièce de biopsie, on va commencer par faire des immunomarquages et on va utiliser 4 grandes protéines. Les 4 grandes protéines qu'on va rechercher sont les anticorps MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Si on a une anomalie au niveau de ces anticorps-là, on pourra dire que l'on est dans le groupe DMMR. D'accord? Si on est dans le groupe DMMR, on pourra aller un peu plus loin et se dire est-ce qu'il n'y a pas une anomalie constitutionnelle par une hyperméthylation du promoteur MLH1? Et donc là, ça fait les anomalies constitutionnelles dans le syndrome de Lynch. Si on n'a pas d'anomalie DMMR, on peut se dire ok, il n'y a pas d'anomalie DMMR, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème au niveau de la réparation de l'ADN? Et donc là, on va rechercher par PCR une anomalie des microsatellites, et ce qu'on appelle le groupe des instabilités microsatellites. C'est pour ça qu'on a un premier grand groupe, DMMR, instabilité microsatellite. Puis ensuite, on continue les recherches et on va rechercher la mutation TP53. On va voir ça, on le verra tout à l'heure, qui est de pronostic plus péjoratif. Et on va rechercher le pôle 3 par séquençage et qui, lui, est de bon pronostic. Je vous dis tout ça dans le désordre, mais vous allez voir que ça va tout se mettre dans l'ordre et qu'il y a une donnée chronologique dans ces recherches. Une fois qu'on a fait ces recherches et que l'on a les résultats, ça nous a permis de classer le cancer de l'endomètre, je vous dis, en différents groupes. Premier groupe, le pôle muté. Quand on a une mutation pôle, on voit qu'il est d'une prévalence de 12%, on voit qu'on a un excellent pronostic des patientes. Et c'est des patientes qui sont généralement jeunes. Quand on a une mutation, je vous avais dit, qui concerne les instabilités de réparation, DMMR ou MSI, on a un risque, un pronostic qui est intermédiaire et c'est 70% de survie à 5 ans. Quand on a une mutation de TP53, ce que je vous disais initialement, c'est celui qui est le plus sévère et donc un mauvais pronostic avec une survie à 5 ans qui est de 50%. Et ensuite, on a un 4e groupe, les inclassés, sans profil moléculaire spécifique, qui a un pronostic intermédiaire et c'est 80% de survie à 5 ans. Donc, on regarde le type histologique, on regarde s'il y a une mutation pôle, on regarde s'il y a une instabilité ou des microsatellites, et on regarde s'il y a une mutation TP53 pour pouvoir donner un pronostic au patient et définir la stratégie thérapeutique. En fait, quand on va avoir la biopsie, la pièce de biopsie, on va commencer par faire, Maxime, tu me dis si je me trompe, on va commencer par faire le statut pôle, normalement. Normalement. Bien sûr, on a dit qu'on commençait par la recherche MMR, mais normalement, on commence par le statut pôle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une espèce de logique qui se crée quand on fait la classification de l'endomètre en fonction de ces 3 grands groupes. C'est-à-dire que normalement, on commence par la statut pôle. Est-ce que c'est une mutation pôle ou pas? Puis ensuite, on regarde s'il y a une instabilité au niveau de la réparation de l'ADN. Et ensuite, on regarde le plus grave, s'il y a une mutation TP53. Et pourquoi je vous dis dans cet ordre-là? Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs anomalies qui reviennent et qui sont présentes. Et quand il y a plusieurs anomalies qui sont présentes, comment on s'en sort? On s'en sort comme ça. Quand il y a plusieurs anomalies moléculaires, on va tout le temps prioriser en fonction de cette chronologie que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord pôle, puis ensuite le statut MMR, puis ensuite le TP53. Et donc, si on a par exemple une anomalie
TP53, qui est le plus sévère, je vous l'ai dit, et qui nous inquiète le plus, on va regarder si on a également une anomalie Paul, comment on la classe. Si on a les deux associés, on classe Paul, et donc finalement, ça devient de bons pronostics. Okay. Si on a une anomalie Paul plus une instabilité microsatellite ou DMMR, on regarde le groupe Paul en premier de nouveau, et de nouveau, ça devient de bons pronostics. Okay. Et si on a TP53 et MSI, et ben là, on est dans le groupe DMMR, MSI avec un risque intermédiaire. Ça, c'est clair? Ouais. Et c'est ça qui n'était pas très clair pour moi au départ, mais je ne sais pas si du coup c'est clair pour tout le monde et si j'ai réussi à simplifier. Ok, ça marche. Et donc, à partir de là, on a pu faire une autre classification moléculaire et donc une prise en charge qui est adaptée en fonction de ça. Donc, bien sûr, il y a tout le temps le stade de la maladie, stade 1A, 1B, 2, et ensuite, on a vu les plus avancés 3 et 4, et la classification moléculaire qui nous permet de les scinder en bas risque, en risque intermédiaire haut ou en haut risque. Okay. Et donc ça, Anne-Sophie vous en a déjà parlé, donc je vais aller très vite dessus. C'était simplement pour vous dire qu'en fait, ça paraît très complexe, mais finalement, il faut vraiment simplifier ça. C'est-à-dire qu'il y a une pathologie, un cancer de l'endomètre, quelle que soit la pathologie, on va faire une recherche biologie moléculaire. Cette recherche biologie moléculaire, donc Paul, DMMR, MSI, TP53, et on classifie en fonction de ça. Paul, priorité, une pronostic, DMMR, MSI, pronostic intermédiaire, et en dernier, TP53, mauvais pronostic. Quel que soit le type d'histologie, quel que soit ça, on vous l'a dit, Anne-Sophie, et c'est bien marqué là, on va réaliser d'un point de vue chirurgical une hystérectomie avec une recherche du ganglion sentinelle. D'accord? Et donc, c'est compris même pour les stades 1B de haut grade endométrioïde, pour les non-endométrioïdes et pour les stades 2. Ça, Anne-Sophie, elle vous en a parlé, du coup, je le passe. Ça également. Les gestes associés, donc on a dit que c'était pour un objectif de simplifier, donc je vous simplifie, on a fait l'hystérectomie, on a fait le GS, et ensuite, est-ce qu'on fait d'autres choses quand on a une pathologie de cancer de l'endomètre à un stade 1, 2 sur le plan chirurgical? On peut réaliser une omentectomie qui sera infracolique uniquement pour les carcinosarcomes comme il y a une faute de frappe, et pour les indifférenciés, pas pour les autres. On privilégie la voie mini-invasive, Anne-Sophie vous l'a dit, pas de morcellation bien sûr, extraction de la pièce protégée au possible, coagulation des trompes pour éviter toute dissémination de la maladie. Si jamais on a un ganglion sentinelle qui revient positif, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre tableau de classification, on réfléchit, on voit s'il faut aller plus loin avec une resadification. Resadification, ça pourrait dire réaliser un curage lombo-aortique. On se le permettra uniquement si la patiente l'accepte d'un point de vue de son état de santé, s'il n'y a pas d'atteinte au niveau du TEP initial. Donc ça, c'était une prise en charge chirurgicale des stades 1 et 2, et simplement pour aller vite, pour ne pas trop vous assommer, stade 3, 4, pas de place à la chirurgie mini-invasive, la parotomie et chirurgie si c'est possible avec une réduction ovocyte complète. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais, ça va? Bon, parfait. Et pour bien finir de vous assommer, la classification stade FIGO du cancer de l'endomètre. Je vous remercie. Je laisse passer la parole à vous. Il fallait que je passe après Kelly parce qu'elle va m'acheter la majorité du travail. Donc, je vais vous parler de radiothérapie des cancers de l'endomètre et la radiothérapie des cancers de l'endomètre. Et ça repose essentiellement sur ce que Kelly vient de dire. Donc, je vais vous parler de ce que c'était la prise en charge adjuvante des cancers de l'endomètre durant toutes les années, à partir des années 2010. Donc, selon les recommandations de l'INCa elle-même, basées sur des recommandations de l'ESMO, il y avait trois profils de risque basés sur des critères morphologiques et histologiques. Et en fonction de ces niveaux de risque, dépendait la prise en charge. Donc les RCP étaient jusqu'alors très simples, et je pense que
des élèves de CP auraient pu conclure assez facilement sur les prises en charge, puisque les cancers de l'endomètre de bas risque étaient tout simplement surveillés, les cancers de risque intermédiaire bénéficiaient d'une curithérapie adjuvante et les cancers de risque élevé bénéficiaient d'une radiothérapie adjuvante. De temps en temps, l'oncologue médical levait le doigt pour faire de la chimiothérapie sur certains sous-types histologiques, mais c'était vraiment très simple. Concernant la prise en charge, encore au début des années 2010, quand on faisait une curithérapie aux patients, dans la majorité des centres, alors c'était une curithérapie en bas débit de dose, donc la morbidité de ces traitements était faite. Par contre, c'était des traitements qui étaient relativement complexes, puisque ça nécessitait pour ces maladies, pour l'essentiel, à relativement faible risque de récidive, de fabriquer un moule intravaginal qui nous permettait de faire la curithérapie. Ça nécessitait surtout 3 jours d'hospitalisation continue. La radiothérapie, quant à elle, était par contre très morbide, puisque c'était une radiothérapie 2D ou 3D, comme on le voit sur l'image, une quantité, un volume d'intestin grêle irradié qui était conséquent, avec une toxicité digestive qui était majeure. Selon l'HAS, pour les cancers de l'endomètre, c'est encore le traitement de référence en 2024, puisqu'on n'a jamais, l'HAS n'a jamais reconnu l'intérêt de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité qui permet vraiment d'éviter l'intestin grêle. Puis sont arrivées ces nouvelles recommandations en 2021 sur la base des travaux que Kelly vient de vous présenter. Alors là, ça a révolutionné la prise en charge des patients, mais ça a surtout révolutionné nos RCP. C'est devenu très complexe du jour au lendemain, où on a vu tous les médecins à RCP sortir leur portable pour essayer de s'y retrouver dans ces classifications de prise en charge. Et là, très clairement, Pierre l'a dit en introduction de cette soirée, je pense que très prochainement, on va devoir s'aider de l'intelligence artificielle pour arriver à suivre et intégrer dans nos pratiques quotidiennes toutes ces données moléculaires qui sont de plus en plus nombreuses. Ça devient vraiment ultra compliqué. Concernant les tumeurs à faible risque, dans les tumeurs à faible risque, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement des tumeurs. Alors, je discuterai là, je ne sais pas pourquoi c'est pas passé. Voilà, on ne discutera que des stades localisés, hein, donc les stades 1 et les stades 2. Donc, les tumeurs de faible risque, c'est essentiellement des tumeurs de type endométrioïde, puisque les tumeurs non endométrioïdes sont des tumeurs à haut risque, chez lesquels on va retrouver en particulier une mutation POL. Donc, dès lors qu'on retrouve cette mutation POL, comme Kelly l'a dit, elle prévaut sur toutes les autres mutations. Et donc, ce sont des tumeurs de faible risque. Et là, il n'y a aucun traitement adjuvant à proposer aux patients, indépendamment des autres facteurs pronostiques. Concernant les tumeurs à risque intermédiaire, donc c'est essentiellement des tumeurs sans profil moléculaire retrouvé ou des tumeurs DMMR. Et là, on va plus volontiers proposer une curithérapie adjuvante seule. Chez les patients d'un jeune âge, on peut leur proposer en option une surveillance seule pour ne pas avoir d'impact au niveau vaginal, puisque la curithérapie peut avoir quand même une certaine morbidité au niveau vaginal. Concernant les tumeurs, alors je suis désolé, on voit très mal, mais les tumeurs à risque intermédiaire haut, pour l'essentiel, c'est essentiellement un traitement par curithérapie. Dans de rares cas, sur des patientes très obèses, le geste ganglionnaire n'a pas pu être réalisé, même si ça devient vraiment tout à fait marginal. Et là, il faut leur proposer une radiothérapie adjuvante. Et on retrouve un critère qui était ultra important dans les précédentes recommandations des années 2010, c'est la présence d'emboles. En cas de nombreux emboles, on peut être amené à proposer à ces dames une radiothérapie adjuvante, bien que le niveau de preuve soit plus faible. Concernant les tumeurs à haut risque, les tumeurs à haut risque, on l'a vu tout à l'heure, c'est essentiellement des tumeurs chez lesquelles on va retrouver une mutation de P53 isolée, c'est-à-dire des tumeurs PMMR sans mutation de pôle et avec une mutation de P53. Et ça nous classe ces tumeurs à haut risque. Et dès lors que ces tumeurs P53 ont une infiltration du myomètre,
elles doivent relever d'un traitement qui est considérablement intensifié, puisque là, on va leur faire une chimiothérapie adjuvante et une radiochimiothérapie. L'ordre est pas forcément très important, puisqu'on peut leur faire radiochimiothérapie, puis chimiothérapie, ou un traitement séquentiel chimiothérapie, puis radiothérapie, essentiellement sur des critères anatomopathologiques, puisque là, sur les tumeurs non endométrioïdes de type carcinosarcome, on considère que le risque métastatique est plus important. Donc, on leur propose davantage une chimiothérapie avant. Concernant les indications de boost par curithérapie, ben là aussi, durant les années 2010, dès lors qu'on faisait un traitement par radiothérapie, on complétait le traitement par 2 séances de curithérapie au niveau de la voûte vaginale. Là, les indications, selon les nouvelles recommandations de l'ESGO, sont beaucoup plus restreintes, puisqu'on va proposer la curithérapie de complément qu'en fonction de facteurs de risque de récidive locale, dont les marges de résection insatisfaisantes R1 ou certains autres facteurs de risque de rechute locale, comme une atteinte du col, de l'isthme, du vagin ou des paramètres. Et dans ce cas de figure-là, en plus du traitement par radiochimiothérapie, on va intercaler une curithérapie avant la chimiothérapie adjuvante. Alors pour illustrer un peu ces changements de pratique dans le temps, alors c'est des cas tout à fait inventés. Femme de 65 ans qui présente un adénocarcinome endométrioïde du corps utérin de grade intermédiaire avec une atteinte du stroma cervical, donc une lésion de stade 2. Ben, c'était une indication à faire un traitement par radiothérapie et curithérapie. Donc, une RCP avant les années 2020, ben, c'est ce qu'on aurait dit, traitement par radiothérapie et par curithérapie. Si cette patiente avait été présentée début 2025, ben, on aurait demandé à avoir son statut moléculaire. Là, on se rend compte que c'est une malade qui a un statut poleux. Ben, c'est une malade qui relève donc d'une surveillance. Donc, on est vraiment dans une situation de désescalade thérapeutique. À l'inverse, on peut avoir une dame avec un profil de maladie qui, sur les critères historiques, nous semble une maladie, on va dire, moins agressive, avec un adénocarcinome endométrioïde du corps utérin de faible grade, une lésion avec une faible invasion du myomètre. C'est une dame qui, sur la base des recommandations de 2010, aurait simplement été surveillée. Donc là, si on la représente à RCP, on va demander à avoir ce statut moléculaire. Ce statut moléculaire retrouve une mutation P53 isolée. Ben là, ça va être vraiment un changement de thérapeutique complet, puisqu'elle va avoir un traitement par radiochimiothérapie concomitante, puis chimiothérapie adjuvante. Donc là, vous voyez qu'au contraire, on va être dans une situation d'escalade thérapeutique. Et ce n'est pas anodin, puisque cette escalade thérapeutique, la dame qui était surveillée, elle va avoir un peu plus de 5 semaines de radiothérapie avec 2 injections de chimiothérapie par cisplatine à la première et à la 4e semaine, et 4 injections de carbotaxol espacées de toutes les 3 semaines en situation adjuvante. Ça impose aussi la mise en place d'un porte-à-4. Donc, ce n'est vraiment pas la même prise en charge pour ces dames. En ce qui concerne les modalités techniques des traitements, il y a quand même eu quelques progrès en radiothérapie. Donc aujourd'hui, ben, la curithérapie, là où c'était un traitement qui nécessitait 3 jours d'hospitalisation, c'est maintenant un traitement qui se fait complètement en ambulatoire à l'aide de cylindres qui sont positionnés en intravaginal. Chaque séance dure 30 minutes et avec une tolérance qui est tout à fait satisfaisante, en tout cas sur la phase aiguë, avec simplement une irritation au niveau du fond vaginal. À long terme, on peut avoir des problèmes plus importants de sécheresse des muqueuses et de sténose au niveau vaginal. Mais comparé aux 3 jours d'hospitalisation alitée qu'on faisait jusqu'alors, ça change quand même la donne pour les dames. Concernant la radiothérapie, là, je vous l'ai dit, le seul traitement qui est validé par l'HAS, c'est la radiothérapie conformationnelle 3 dimensions qui irradie une énorme partie du grêle. En pratique, tous les radiothérapeutes en France font des radiothérapies avec modulation d'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire, la modulation d'intensité? C'est là où vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une boîte sur les isodoses, donc la dose qui était distribuée au patient. Les techniques modernes nous permettent vraiment d'aller mouler la dose et donc d'épargner tout l'intestin grêle. Et ça, évidemment, ça permet une réduction majeure de
de la toxicité digestive, et c'est ce qu'on propose à toutes les dames. Donc, c'est validé pour les cancers du col, ce n'est pas validé pour les cancers de l'endomètre, mais tout le monde le fait. Au quotidien, comment se passe une séance de radiothérapie? Donc là, j'ai pris un exemple de cancer du col de l'utérin qui est beaucoup plus parlant, mais au quotidien, les dames viennent pour leur séance et on va regarder avant chaque séance le positionnement des organes internes, puisque bien évidemment, les zones à traiter vont dépendre des phénomènes de répression vésicale. Et là, on voit que l'utérus est ultra mobile en fonction de la répression vésicale. Donc, on doit s'assurer avant chaque séance à la fois du remplissage du rectum et du remplissage de la vessie. Donc là, je vous ai montré une vidéo de ce qu'est notre quotidien. Donc ça, c'est le scanner de centrage avec les volumes qui sont dessinés. Donc les zones qui vont être traitées, les zones que l'on va chercher à éviter, l'intestin, la vessie, et qu'on va comparer à chaque séance avec, donc là, c'est ce qui va être mis en place. Voilà, on compare le scanner de référence avec l'imagerie du jour, et on vérifie, voilà, que le remplissage vésical en particulier est à peu près similaire, et que tous les volumes soient bien positionnés avant de pouvoir donner le feu vert pour notre traitement. Et c'est ma dernière diapo. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai essayé de faire court. Et les questions pour tous les orateurs au début. Moi, j'ai une petite question pour M. Laval, parce que je pense qu'il y a des gynécos qui font de l'échographie. Je voudrais juste proposer la conclusion. Dans quelle situation échographie, quand on est gynéco, on peut se permettre de passer de l'IRM devant une masse annexielle, hormis l'équipe fonctionnelle, oui, voilà. petite taille, mais je pense que dès qu'on n'a pas une image typiquement bénigne, je pense qu'il faut la caractériser, il faut passer à l'IRM. non, IRM, non. Ouais, enfin, oui. Et pour les endométrioses, les endométrioses, ils sont quand même. Des fois, on se pose des questions, mais globalement, ils ont un aspect un peu caractéristique, hein, qui est un peu récurrent. Si en plus il y a un contexte, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire une IRM à chaque fois. De toute façon, sauf si on veut faire un bilan d'endométriose complet, c'est le cas aussi. Donc c'est vrai que ça finit souvent par IRM, même pour l'endométriose. et tératomatures. Mais les tératome, ça pose des fois des problèmes, quoi. Il y a quand même à l'échographie, soit on voit des calcifications, des choses comme ça, des poils avec le kyste. On n'en voit pas. C'est vrai que c'est tellement simple à caractériser à l'IRM. Voilà, je pense que là, on le fait aussi. Voilà. Finalement, on peut assez souvent avec une IRM. Voilà. Bon, après, il ne faut pas faire des météo. On se retrouve avec des choses, avec des lions. Évidemment, on va être sûr qu'on va trouver des obédies. Quelle taille pour une petite miniature je pense que je suis à 6-7 cm, c'est bon, quoi. Hein. Après, on commence à être un peu gêné, je trouve, à l'écho, des fois, c'est atténuant. Puis ça dépend de la confidence de la patiente aussi. Je pense que c'est vrai que si on veut chercher des petites végétation, on peut être vite gêné par la quantité de liquide. Quoi. Il faut une IRM chaque fois qu'on se pose la question d'une chirurgie. Oui, et déjà, on n'opère pas les kystes oculaires en moins de 6 cm. Oui, bien sûr. Donc après, les endométriomes, personne n'opère plus d'endométriome sans IRM avant. Oui, parce qu'on ne peut pas les opérer sur une seule déco. On se pose la question d'une chirurgie. Il y a pas mal d'indications. Une question sur la prévention. On fait les mammographies, on présente la dépistage du cancer du sein. Au cancer de l'ovaire, on fait quoi? En fait, il n'y en a pas. Vous savez, il y a eu plein d'études avec le dosage du CA125, l'écho rapproché tous les 3 mois. Ce sont des maladies qui peuvent être explosives. Et donc, le dépistage régulier n'a pas de sens. Et en termes de bénéfices, ça n'a pas de sens. Et on a un gros taux d'incidentalome avec des découvertes d'images bénignes qui sont angoissantes pour les patientes. Donc, en fait, il n'y a toujours pas de dépistage. Il n'y en a qu'un, c'est quand il y a une caractéristique familiale et de possibilité de mutation familiale, c'est la mastectomie bilatérale qui est le seul traitement préventif. Mais après, il n'y a pas d'autres possibilités de prévention ou de dépistage.
On n'a pas trop parlé des délais de prise en charge, mais pourtant, ça reste pour l'ARS et pour nos institutions un critère primordial. Mais on a, avec les autorisations dont a parlé Ludivine, on va avoir de grandes difficultés de respecter ces délais de prise en charge, en particulier dans les cancers de l'ovaire, sont ceux qui nécessitent d'être le plus réel. Et donc les décisions ministérielles dans les ministres, dans les ministères sont faciles à prendre, mais ensuite en pratique, il faut qu'elles soient respectées et avec une organisation qui marche. Donc je pense que le groupe dont nous a parlé Ludivine, le principal objectif, c'est qu'on respecte les prises en charge rapides et avec des équipes réactives et des radiologues réactifs, parce que notre boulot d'étranglement maintenant, ça va être la radiologie et le délai d'accès à l'IRM. L'activité aussi de la recherche chirurgicale, parce que c'est quand même des chirurgies qui sont quand même longues, et ça veut dire, voilà, ça pose aussi la question de l'organisationnel. Vraiment. Chirurgie de cancer de l'ovaire, en moyenne, c'est entre 4 et 6 heures. On ne peut pas, on commence par une cystoscopie pour voir la résicabilité. On ne peut pas bloquer un bloc opératoire en 6 heures. Si ça se termine avec une simple cystoscopie et la mise en place d'un porte-à-4. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une bonne évaluation préopératoire et de pouvoir évaluer à la fois le temps d'opération et la mobilisation de toutes les équipes. Parce que c'est les équipes de réanimation, les radiologues, et la préparation préopératoire. Pour l'instant, ça marche, mais je ne veux pas me vendre le cas. Ça marche parce que l'incidence du cancer de l'ovaire est encore relativement peu importante. Il y a 5 000 cas par an en France. On a à peu près 300 à 400 en Pyrénées. S'il n'y avait qu'un centre de prise en charge du cancer de l'ovaire, le centre explose. Donc, il faut forcément qu'il y en ait 3, voire 5. Il n'y a pas de ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'autorisation. Pasteur et Rocopole, on sait combien. Et après, on attend de savoir les autres. Peut-être qu'ils sont Convention, etc. Et puis après, tu as toute la partie Est, tu as Nîmes, Montpellier, Perpignan. Ils ont déjà fait convention publique-privée à Perpignan. La réflexion de techno, c'est de se dire c'est toujours la même. Ça a été pareil, je me souviens, en 98, pour le ganglion sentinelle, c'était le nombre. Mais j'ai vu des gens, compris dans les années 2000, faire 6 ganglions sentinelles par an et les faire avec excellence, et des gens en faire 30 et pas très bien. Donc en fait, le critère du nombre n'est pas que la qualité. Donc c'est vrai que quand le recrutement y est, normalement, la qualité y est, mais le critère du nombre ne doit pas être un critère exclusif. Enfin, surtout, c'est l'accessibilité, la rapidité, la disponibilité des acteurs et la communication entre les acteurs. Il faut que la machine soit annulée. Ludivine vous a parlé de l'étude de Prems, certes c'est un retour patient, mais c'est aussi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le village des roulements. C'est vérité de prise en charge. Bon, on peut conclure. Face au buffet. Pas pour ça, vidéo. Le problème, c'est que c'est la table de nos collègues. Moi, j'ai le mail du gynéco, quelqu'un, tac, tac. Ils acceptent toujours, sinon ils ne prennent pas. Le téléphone, c'est pas la peine. Mail, Doctolib, ça va. Il y a trop de monde. C'est l'horreur. Pour l'IRM, tout ça, c'est pareil.
Malheureusement, ça fait le haut. Ça fait le haut. Et je suis les mails aussi. Les mails de Taki, c'est pas grave, je vais donner les mails. 21h, ouais, comme ça.